Combien de fois avez-vous entendu cette phrase « mais c'est ta mère » ou encore « la famille c'est sacré, quoi qu'il arrive ». Notre culture vénère les liens familiaux, même quand ils blessent, étouffent ou détruisent. Pour beaucoup, couper les ponts avec sa propre famille est perçu comme un acte d'ingratitude, de rébellion ou de lâcheté morale. Mais, et si c'était tout le contraire? Et si, pour certaines âmes, l'éloignement n'était pas un caprice, mais un choix de survie psychologique? Carl Jung nous invite à regarder plus profondément. Il savait que, derrière les sourires figés sur les photos de famille, se cachent souvent des dynamiques toxiques, des schémas inconscients et des douleurs silencieuses transmises de génération en génération. Rompre avec sa famille, dans ce contexte, ce n'est pas fuir. C'est entamer un processus intérieur. C'est répondre à un appel de l'âme qui dit « Rappelle-toi qui tu es ». Cette vidéo s'adresse à toi, toi qui as pensé à partir, qui t'es déjà éloigné, ou qui porte encore la culpabilité de ne plus pouvoir jouer le rôle qu'on attendait de toi. Il est temps d'oser dire tout haut ce que notre culture préfère taire. Parfois, rompre, c'est se sauver. Et derrière le silence, il y a une âme qui demande à vivre. Enfin, peu de décisions portent autant de poids que celle de s'éloigner de sa propre famille. Le jugement est immédiat, et souvent sans appel. Celui qui rompt est vu comme ingrat, froid, égoïste. Mais rarement quelqu'un pose cette question essentielle. Qu'a-t-il vécu pour en arriver là? La société idéalise la famille comme un lieu d'amour inconditionnel. Mais pour beaucoup, la famille est aussi le premier théâtre de la douleur, du contrôle, du rejet, de l'effacement de soi. Rompre dans ces cas-là n'est pas un choix de confort. C'est souvent le dernier recours pour ne pas sombrer. Carl Jung, dans sa sagesse profonde, nous rappelle que la souffrance familiale dépasse l'individuel. Elle est souvent transgénérationnelle, portée par des loyautés invisibles, des blessures répétées, des secrets de famille jamais nommés. Rompre, ce n'est donc pas seulement dire non à ses parents. C'est aussi dire non à un cycle entier de souffrance. C'est poser un acte radical. Cela s'arrête avec moi. Mais ce geste dérange, car il menace un mythe collectif, celui de la famille unie, indissoluble, quoi qu'il arrive. Briser ce mythe, c'est commettre une sorte de sacrilège, même quand rester détruit l'âme peu à peu. La rupture peut être physique, mais pas toujours. Parfois, elle prend la forme d'une distance émotionnelle, d'une mise en place de limites ou d'un silence protecteur. Dans tous les cas, ce n'est jamais facile. Mais c'est parfois nécessaire pour survivre intérieurement. Rompre n'est pas un échec, c'est souvent un acte d'amour envers soi-même. Et parfois, c'est là que commence enfin le chemin vers la guérison. Avant d'être un refuge, la famille est un lieu de formation psychique. C'est là que l'enfant fait ses premières expériences d'amour, de reconnaissance, mais aussi de conditionnement, de blessures et de perte de soi. Pour Carl Jung, la famille est le premier théâtre où l'ego commence à se construire, souvent au prix de l'authenticité. Dès l'enfance, on apprend à s'adapter pour être aimé, à taire ce qui dérange, à incarner un rôle. On devient l'enfant sage, le rebelle, le médiateur, pas toujours par choix, mais par nécessité de survie émotionnelle. À travers ces rôles, l'enfant tente d'obtenir l'amour et la sécurité dont il a besoin. Mais ces masques, une fois intégrés, peuvent devenir des prisons invisibles. L'enfant grandit, mais reste enfermé dans des dynamiques où l'amour est conditionné. Soit ce qu'on attend de toi, ou tu seras rejeté. Jung nous montre que la psyché humaine ne peut se développer librement dans un environnement où l'individualité est niée. Et pourtant, dans beaucoup de familles, la loyauté passe avant la vérité. Le silence est valorisé, le conflit est évité. Résultat, l'enfant apprend à se trahir lui-même pour préserver l'illusion d'unité familiale. Ce champ de bataille psychique laisse des marques profondes. L'adulte qui en émerge peut ressentir un vide identitaire, une fatigue intérieure, une colère sourde qu'il ne sait pas toujours nommer. Il porte en lui la tension entre le besoin d'appartenance et la soif d'être soi. Rompre avec sa famille. Dans ce contexte, ce n'est pas tourner le dos à l'amour. C'est parfois le seul moyen de retrouver un espace intérieur où la vérité peut enfin respirer. Et c'est dans cette tension entre loyauté et liberté que commence le véritable travail d'individuation. Dès notre plus jeune âge, nous comprenons qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire, des émotions qu'il vaut mieux cacher,
des comportements qui attirent l'approbation et d'autres, le rejet. Peu à peu, nous construisons un masque, la persona. Carl Jung a nommé ainsi ce personnage social que nous enfilons pour répondre aux attentes du monde, et surtout à celles de notre famille. Dans ce théâtre intime, chacun se voit assigner un rôle. Le fort, la responsable, le discret, l'échec, la fierté. Mais derrière ces rôles, il y a souvent une vérité sacrifiée. La persona n'est pas toujours mauvaise en soi. Elle permet de fonctionner dans la société, d'avoir une place. Le problème, c'est quand on confond le masque avec l'être réel. Quand on devient prisonnier d'un rôle que l'on n'a jamais vraiment choisi. Dans le cadre familial, cette construction est particulièrement puissante, car l'amour y semble conditionné à notre capacité à jouer le rôle qu'on attend de nous. Dès lors, trahir ce rôle, c'est risquer de perdre l'amour. Alors on s'adapte, on se tait, on sourit quand on souffre, on devient celui ou celle qui ne pose pas de problème. Mais l'âme, elle, ne se contente pas de ces compromis. Avec le temps, elle commence à crier, une fatigue profonde s'installe, un mal-être diffus, on sent qu'on vit à côté de soi. Rompre avec sa famille peut alors être un geste symbolique fort, celui de retirer enfin ce masque devenu étouffant. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est un retour à soi. Car tant qu'on vit dans la persona imposée par notre histoire familiale, on ne vit pas vraiment. On rejoue un scénario, on joue un rôle. Et l'heure vient un jour où ce rôle devient tout simplement insupportable. Il y a un moment dans certaines vies où le masque craque. Rien de visible, peut-être. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Le rôle qu'on a toujours joué devient trop lourd. Ce n'est plus supportable. Ce moment, Jung l'associe souvent à une crise de milieu de vie, quand l'âme réclame ce qu'on lui a refusé pendant trop longtemps. L'authenticité, la liberté, la vérité. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une rupture existentielle. Souvent, ce basculement commence par un malaise flou, une fatigue chronique, une sensation de vide, même quand tout semble aller bien. Puis viennent les insomnies, l'anxiété, ou cette impression d'être étranger à sa propre vie. On regarde autour de soi, famille, travail, amis, et quelque chose ne colle plus. On ne sait plus qui l'on est. C'est un moment de solitude vertigineuse, car personne ne comprend vraiment ce qui se passe. On entend « tu exagères, tu as tout pour être heureux, tu devrais être reconnaissant ». Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Ce point de rupture n'est pas une faiblesse, c'est une initiation. L'ancienne structure psychique s'effondre, non pas pour détruire, mais pour laisser naître autre chose. Et parfois, pour que cette naissance ait lieu, il faut s'éloigner de ceux qui maintiennent l'ancien rôle, de ceux qui ne voient que la persona. Rompre dans ces moments-là n'est pas un acte de colère, c'est un acte de survie de l'âme. Car si l'on ne répond pas à cet appel intérieur, on risque de passer le reste de sa vie à étouffer doucement, sans jamais oser devenir soi. Pour Carl Jung, l'ombre est cette part de nous que nous refoulons, que nous nions, que nous jugeons inacceptable. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle s'enfuit et elle agit en silence. Dans le contexte familial, l'ombre prend une dimension encore plus complexe, car ce que nous portons ne vient pas seulement de nous. Nous héritons de schémas invisibles, de traumatismes non digérés, de silences lourds et de répétitions inconscientes. Combien de comportements, de peurs, de colère appartiennent en réalité à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? Combien de décisions avons-nous prises ou évitées pour ne pas réveiller une douleur ancienne, transmise sans mots? Dans certaines familles, il est interdit de parler, de pleurer, de dire non, d'être différent. Alors les émotions sont refoulées, les conflits évités, la vérité tue, et tout cela descend génération après génération, comme un bagage émotionnel empoisonné. Rompre avec sa famille dans ce contexte peut être un acte de libération. Mais attention, on n'échappe pas à l'ombre en fuyant. Si l'on ne prend pas le temps de voir, de comprendre, d'accueillir ce qui a été transmis, on risque de reproduire exactement ce que l'on fuit. Il ne suffit pas de partir pour être libre. Il faut regarder en face les fidélités invisibles qui nous lient, les blessures qu'on a reçues, et aussi celles qu'on a infligées sans le vouloir. Jung nous invite à faire ce travail avec honnêteté et compassion. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de devenir conscient.
de comprendre que ce qui ne s'exprime pas se répète, et que la véritable guérison ne commence pas avec le rejet, mais avec une décision intérieure. Je choisis de ne plus porter ce qui ne m'appartient pas. Ce travail demande du courage, il bouscule les loyautés, il fait remonter des douleurs anciennes. Mais c'est aussi à travers lui qu'une autre vie devient possible, une vie qui ne soit plus dictée par l'ombre du passé, mais éclairée par la conscience. Quitter sa famille peut donner un sentiment de soulagement. L'air devient plus respirable, le silence plus doux, mais tôt ou tard, un constat troublant surgit. Les mêmes blessures se rejouent ailleurs. La colère revient, mais avec un partenaire. Le rejet, mais dans une amitié. L'autosabotage, mais dans le travail. On a changé de décor, mais l'histoire continue. Pourquoi? Parce que tant que l'ombre familiale n'est pas intégrée, elle nous suit. Elle s'installe dans nos choix, nos relations, nos réactions. Et souvent, sans le savoir, nous devenons le reflet de ce que nous avons fui. Carl Jung l'a dit avec clarté. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Autrement dit, ce que nous refusons de regarder en nous finit par diriger notre vie à notre place. Rompre avec sa famille ne suffit donc pas. Il faut aussi rompre avec les mécanismes intérieurs que la famille a installés en nous. Les voix critiques, les peurs paralysantes, les loyautés invisibles. Cela demande un autre type de courage, non plus celui de partir, mais celui de revenir en soi, de faire face à la douleur non digérée, à la part de nous qui a été modelée par la peur, la honte, la colère, de rencontrer l'enfant blessé qui vit encore en nous et qui attend depuis si longtemps d'être enfin vu. Ce n'est qu'en faisant ce chemin intérieur que le véritable détachement devient possible. Pas un rejet, pas une fuite, mais une libération consciente, enracinée dans la compréhension de soi. Fuir peut être un premier pas, mais la vraie délivrance ne vient que lorsqu'on ose intégrer l'ombre, car ce que l'on refuse d'intégrer finit toujours par nous posséder. Il est possible de grandir dans une maison pleine de voix, de repas partagés, de rituels familiaux, et pourtant de se sentir profondément seul. L'abandon ne se manifeste pas toujours par une absence physique. Parfois, l'enfant est nourri, logé, éduqué, mais émotionnellement, il est invisible. Ses peurs sont minimisées, ses larmes ignorées, ses élans étouffés. Dans la psychologie jungienne, cet abandon silencieux laisse une empreinte profonde. L'enfant intériorise un message cruel. « Je ne vaux d'amour que si je me conforme ». Et ce conditionnement devient la base de toute son identité. Avec le temps, cet enfant devient adulte. Mais au fond de lui vit encore ce petit être blessé, en quête de reconnaissance. Il entre dans des relations où il donne tout, dans l'espoir d'être enfin choisi. Il accepte trop, se sacrifie trop, se tait trop. Et si un jour il ose poser une limite, dire non ou s'éloigner, il est submergé par une culpabilité archaïque, la peur de redevenir cet enfant abandonné. Rompre avec sa famille pour une personne marquée par cet archétype peut réveiller une douleur immense. Car ce n'est pas seulement une séparation extérieure, c'est une coupure avec le peu d'amour qu'on a connu, même s'il était conditionnel ou toxique. Mais dans cette douleur se cache aussi une clé, celle de reconnaître enfin l'abandon pour ce qu'il a été, de cesser d'idéaliser ceux qui n'ont pas su voir, et surtout, de commencer à prendre soin de cet enfant intérieur, avec tendresse, patience, vérité. Ce n'est qu'en le reconnaissant, en l'aimant, que nous cessons de chercher dehors ce que nous n'avons jamais reçu, et que nous devenons peu à peu le parent que nous aurions voulu avoir. Dans toute famille dysfonctionnelle, il y a souvent un rôle silencieusement attribué à l'un de ses membres, celui du bouc émissaire. C'est celui ou celle qu'on critique, qu'on isole, qu'on accuse de troubler la paix familiale, celui qui, malgré ses efforts, n'est jamais assez bien. Mais pourquoi lui? Carl Jung explique que ce mécanisme repose sur un phénomène central de la psyché, la projection. Nous projetons sur les autres ce que nous ne supportons pas de voir en nous-mêmes. Et dans les familles, ces projections deviennent des rôles figés, transmis et répétés. Le bouc émissaire devient alors le réceptacle des frustrations non dites, des peurs refoulées, des échecs que l'on ne veut pas reconnaître. On le traite de trop sensible, trop différent, égoïste, instable. En réalité, il est souvent le plus lucide, le plus authentique, le plus inconfortable pour le système. C'est lui qui pose des questions,
qui ressent ce que les autres préfèrent éviter, qui refuse de se conformer. Et c'est précisément cela qui dérange. Quand ce membre finit par rompre avec la famille, le rejet peut devenir brutal, car en partant, il brise l'équilibre, aussi toxique soit-il. Il arrête de jouer le rôle qui protégeait les autres de leur propre ombre. Mais ce rejet est souvent la confirmation que la rupture était nécessaire. Car rester aurait signifié continuer à endosser un rôle injuste, destructeur, écrasant. Le chemin du bouc émissaire est douloureux, mais il peut devenir un chemin de profonde transformation, à condition de comprendre que ce rejet ne dit rien de sa valeur, mais beaucoup de ce que les autres ne veulent pas voir en eux-mêmes. Et parfois, le plus grand acte d'amour consiste à dire « Je ne jouerai plus ce rôle », même si cela signifie marcher seul un temps. Il y a une émotion plus paralysante que la peur, plus tenace que la tristesse, plus toxique que la colère, la culpabilité. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle se glisse dans nos silences, dans nos hésitations, dans nos nuits d'insomnie. Elle dit « Tu es égoïste, tu les fais souffrir, tu n'as pas le droit de t'éloigner ». Dans le contexte familial, la culpabilité est souvent utilisée, consciemment ou non, comme un mécanisme de contrôle émotionnel. Dès l'enfance, on apprend à associer le fait de se choisir à une forme de trahison. Tu fais de la peine à ta mère. Tu brises la famille. Résultat, même adultes, nous restons enchaînés à cette peur de blesser, de décevoir, d'être jugés comme mauvais. Et cette culpabilité nous empêche souvent de poser les limites dont nous avons profondément besoin. Carl Jung nous invite à regarder cette culpabilité autrement. Il ne s'agit pas de la nier ni de la fuir, mais de l'interroger. Est-ce que je fais vraiment du mal en prenant soin de moi? Est-ce que l'amour véritable me demanderait de me trahir? Souvent, ce que nous appelons culpabilité est en réalité la peur de perdre l'appartenance, d'être exclu du groupe, de ne plus mériter l'amour. C'est un héritage archaïque inscrit dans notre inconscient collectif. Mais rester dans cette prison intérieure, c'est continuer à vivre pour les autres, contre soi-même. Il arrive un moment où l'on doit choisir la paix extérieure ou la paix intérieure. Et ce choix, aussi douloureux soit-il, est le début de la maturité émotionnelle. Rompre avec la culpabilité ne signifie pas manquer d'empathie. Cela signifie s'émanciper du chantage affectif, des attentes impossibles, des dettes imaginaires. Et dans ce processus, une vérité libératrice peut enfin émerger. Je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Je mérite d'exister pour moi-même. C'est à partir de là que commence la véritable liberté psychique. On parle souvent du deuil après une perte réelle, mais il existe un deuil plus subtil, plus invisible, et souvent plus long à traverser, le deuil de la famille idéalisée. Le deuil de ce que l'on a espéré, fantasmé, attendu toute une vie, mais jamais reçu. C'est un processus silencieux. On ne pleure pas la mort d'un être cher, mais l'absence d'un amour qui n'est jamais venu. On réalise parfois brutalement que les gestes de tendresse espérés n'ont pas existé, que les mots de soutien, les bras ouverts, les regards qui comprennent ont toujours été absents. Et pourtant, pendant des années, on a espéré. On s'est dit, peut-être qu'un jour ils changeront. Peut-être qu'ils comprendront. Peut-être que si je fais plus, je serai enfin aimé pour qui je suis. Mais ce jour ne vient pas. Et alors un autre type de souffrance surgit, la douleur de devoir renoncer à l'illusion. Carl Jung nous enseigne que l'individuation passe par cette confrontation avec la réalité intérieure, non pas pour accuser, mais pour voir avec lucidité. Ce n'est qu'en faisant le deuil de ce que la famille aurait dû être que l'on peut cesser de courir après l'impossible. Ce deuil est dur, il est souvent solitaire, il s'accompagne de tristesse, de colère, parfois de honte. Mais il est aussi le seuil de la reconstruction, car tant qu'on reste prisonnier de l'espoir d'une réparation qui n'arrivera pas, on reste lié à une blessure qui gouverne notre vie. Faire le deuil, c'est accepter que ce passé ne changera pas. Mais c'est aussi reconnaître que l'on mérite de créer autre chose à partir de la vérité et non plus de l'attente. C'est poser un acte de réconciliation intérieure, non pas avec ceux qui nous ont manqué, mais avec nous-mêmes. Rompre avec sa famille, ce n'est pas seulement s'éloigner physiquement ou couper le contact, c'est surtout un mouvement intérieur, celui de ne plus vivre à travers les attentes, les peurs
et les blessures transmises. Carl Jung appelle ce processus l'individuation. C'est le chemin par lequel l'être humain cesse de se définir à travers les rôles imposés et commence à devenir un individu véritable, aligné avec sa propre vérité intérieure. Ce n'est pas un chemin linéaire, ce n'est pas un rejet de tout. C'est une transformation profonde qui demande du courage, de la lucidité et souvent beaucoup de solitude. Choisir soi-même, après une vie passée à plaire, à se conformer, à chercher l'approbation, peut sembler égoïste au premier abord. Mais en réalité, c'est l'acte le plus sain, le plus nécessaire et le plus juste que l'on puisse poser. Individuer, c'est apprendre à écouter sa propre voix, pas celle qui a été formée pour éviter le conflit ou pour ne pas faire de vagues, mais celle qui vient du cœur, du centre. C'est faire la paix avec ces zones d'ombre. C'est oser dire non, même quand cela fait trembler l'ancien monde autour de soi. C'est reconnaître « je ne suis pas ce qu'ils ont voulu que je sois », et c'est très bien ainsi. Ce chemin ne mène pas à l'isolement, comme on le craint parfois. Il mène à une vie plus pleine, plus consciente, plus incarnée. Il permet de sortir du faux soi pour habiter pleinement sa singularité. L'individuation, c'est le passage de la loyauté inconsciente à la fidélité à son âme. Et ce choix, aussi douloureux soit-il au départ, devient un acte d'amour profond, non seulement envers soi, mais aussi envers les générations futures. Car en se libérant, on libère aussi ce qui vient après nous. On cesse de répéter. On commence à créer. Après la rupture, après le vide, après le deuil, quelque chose de nouveau peut enfin émerger. Mais ce nouveau n'est pas une reconstruction à l'identique. C'est une création consciente, fragile et puissante à la fois, car on ne remplace pas la famille d'origine. On invente une autre manière d'aimer et d'être aimé. Cela commence souvent par des rencontres discrètes, des amis qui deviennent des soutiens, des liens qui ne reposent plus sur l'obligation, mais sur la réciprocité. Peu à peu, une famille choisie se forme, un cercle où l'on peut exister sans avoir à jouer un rôle, sans marcher sur des œufs, sans devoir mériter sa place. Ces liens-là ne viennent pas combler un vide. Ils naissent de la maturité, de la vérité, de la guérison en cours. Dans le même temps, une autre reconstruction se produit, plus intime, plus silencieuse, celle de l'identité. Là où il y avait un rôle imposé, naît une voix personnelle. Là où il y avait culpabilité, naît une forme de paix. Là où il y avait confusion, surgit une clarté tranquille. Voici qui je suis, même si cela dérange, même si cela ne plaît pas. Reconstruire, c'est poser des limites claires. C'est reconnaître ce qui est bon pour soi et oser s'en entourer. Ce n'est pas s'enfermer dans la rancune ni effacer le passé. C'est habiter sa vie pleinement, avec les cicatrices, mais sans les chaînes. Et parfois, quand cette reconstruction est sincère, un miracle discret se produit. Les relations changent, les regards s'adoucissent, certaines blessures familiales deviennent plus légères. Pas toujours, pas pour tout le monde, mais cela suffit pour comprendre. On peut vivre autrement. On ne choisit pas les blessures de l'enfance, on ne choisit pas les silences, les absences, les mots qui blessent ou ceux qui n'ont jamais été dits. Mais on peut choisir ce que l'on fait de cette douleur. Carl Jung disait « Là où est la blessure, là est la guérison ». C'est dans l'ombre, dans les déchirures, dans les chutes, que naît une conscience nouvelle. Pas une sagesse théorique, une sagesse vécue, enracinée dans l'épreuve traversée. Rompre avec sa famille, ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est souvent le début d'une vie plus vraie. Une vie où l'on n'est plus défini par son passé, mais porté par un sens profond. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Elle reste. Mais elle se transforme. Elle devient discernement. Elle devient force intérieure. Elle devient compassion pour soi et parfois même pour ceux qui nous ont blessés. Transformer la blessure en sagesse, c'est le grand travail de l'âme. Et c'est peut-être là, dans cette traversée difficile, que se cache notre plus grand trésor, la possibilité de devenir pleinement soi-même.